Bonjour et bienvenue. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a fini par vider le dossier dit FNM. Komi Koutié a écopé de 20 ans d'emprisonnement ferme de 500 millions d'amendes plus mandat d'arrêt international. Juste à côté, à Porto Novo, l'autre cour, c'est la Cour suprême qui a éjecté de la course aux élections municipales prochaines Moël Béné. Jacques Ayadji et ses compagnons ont essuyé un second échec. L'autre actualité qui défend la chronique reste toujours la FCBE, la crise au sein de ce parti qui continue de le secouer. À quelques jours des élections communales du 17 mai, Boni Yayi a claqué la porte en laissant orphelin ses lieutenants. Ce matin, nous sommes là sur ce plateau pour discuter de ces sujets-là. Et je reçois pour vous Yves Dakoudi. Yves, bonjour. Bonjour. Et Arnaud Toumaou, le fidèle ami qui est toujours là. Arnaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. D'entrée de jeu, FCBE, le parti est en train de voler en éclats. Yves, est-ce que vous pensez que FCBE est en train de finir comme l'UBF? Oui, je suis au regret de le dire, et c'est le propre des formations politiques qui ont été bâties autour d'un individu. Tout ce que nous avons eu, UBF, et tout ce que nous avons eu par le passé, vous avez vu un peu comment ça a fini. Dès que la personne autour de laquelle la formation politique a été bâtie s'est retirée. Et c'est en cela qu'il faut saluer la réforme du système partisan, où aujourd'hui nous tentons de construire des formations politiques qui à terme ne vont pas graviter autour d'un individu. C'est la lecture que je fais, parce que vous voyez aujourd'hui, tel que ça se passe au sein des FCBE, ils vont sortir des prochaines élections totalement en lambeaux, parce que l'ambiance qu'il y a actuellement, ça ne présage de rien de bon. Alors, Boni Yayi, c'est juste le président d'honneur, mais il y a le bureau exécutif qui est là, qui travaille d'arrache-pied pour conduire le parti aux prochaines élections. Est-ce que Boni Yayi est désormais le métronome du parti, et puis après lui, il n'y a plus rien, c'est le déluge? Non, je ne sais pas après moi le déluge, mais nous avons dit ici, je crois que le vendredi dernier, où je disais que c'est un parti fragilisé, fracassé, c'est un parti qui pourrait peut-être sortir, peut-être estropier des communales du 17 mai prochain. Je crois que c'était bien avant la démission de Boni Yayi que nous avons fait cette lecture de la crise qui prévalait au sein du parti Force pour le émergent. Aujourd'hui, avec le départ de Boni Yayi, il faut quand même le reconnaître, il vous le disait tantôt, le FCBE, c'est un héritage politique de Boni Yayi. Donc c'est un parti qui s'est forgé autour d'un leader qui était président de la République. Donc aujourd'hui, est-ce que les Roumpères aujourd'hui ont cette carrure-là? Est-ce que les Roumpères aujourd'hui peuvent dire, sans le Boni Yayi et certains ténors également, il ne faut pas l'oublier, il n'a pas le seul à partir. Aujourd'hui, beaucoup de militants, beaucoup de leaders du parti sont en train de vider cette formation politique-là, qui a perdu de sa teneur, en tout cas, de ce qui pouvait en rester. Parce que après le départ de Yayi du pouvoir, il y avait quand même certains acteurs qui ont quitté la Bakori et qui ont rejoint aujourd'hui, que ce soit l'Union progressiste ou le Bloc républicain, mais qui étaient en tant des leaders des forces pour Béni émergent. Donc, après le départ de ceux-là, le parti tanguait déjà, mais Boni Yayi, étant toujours la figure de proue, étant toujours le leader charismatique, a su quand même colmater les brèches pour que le FCBE demeure sur la scène politique. Mais après son départ, on constate véritablement que c'est la débandade au sein de la formation politique. Puisqu'il est parti. D'autres leaders sont en train de partir. Même aujourd'hui, il y a une dizaine encore de militants, de candidats qui sont sur la liste FCBE pour les élections, qui ont démissionné de cette formation politique-là. Donc je ne vois pas comment est-ce que ce parti peut survivre, en tout cas, notamment par rapport aux échéances à venir, par rapport au 17 mai prochain. Ce serait vraiment délicat. Boni Yayi a interdit de donner son image pour battre campagne sur le terrain, mais certains candidats disent déjà qu'ils vont forcément le faire. Est-ce que vous craignez déjà des poursuites judiciaires à la fin de ces candidats-là qui vont vous craignez déjà pour se vendre sur le terrain?
Non, c'est vrai que ça a dû être très difficile pour l'ancien président de la République, Boni Yayi, de s'en aller parce que jusqu'à un passé récent, c'est lui qui continuait quand même à financer cette formation politique-là. Les dossiers au niveau des arrondissements, c'est lui qui envoie de l'argent. Hein. La caution, c'est lui qui envoie de l'argent. C'est une caution qui est aujourd'hui source de discorde entre ceux du bureau exécutif national et les démissionnaires et tout. Alors, la question, c'était de savoir si... bon, moi, c'est assez triste. C'est assez triste que tout ça s'arrête là parce que cette crise ouverte ne va pas ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ils vont continuer par descendre quoi. Boni Yayi sous ça, nous une main invisible derrière la crise. Il a dit nommément que Patrice Talon a divisé le parti pour pouvoir régner. Est-ce que vous faites cette lecture-là vous aussi? Je ne fais pas cette lecture, pas forcément cette lecture, mais ça reste les propos de Boni Yayi qui dit que les FCB sont devenus aujourd'hui un pôle politique du président Patrice Talon. Est-ce vrai ou est-ce que c'est la réalité ou c'est toute autre chose? Il revient aujourd'hui au nouveau responsable du parti de tenir le discours qu'il faut. J'ai dit à d'autres occasions que il ne s'agira plus aujourd'hui de dire simplement que Boni Yayi est vieux, il a désormais son avenir derrière lui et que il faut l'oublier tout simplement. Il s'agira aujourd'hui de tenir un discours politique digne du nom. Parce que la politique, c'est le discours. Lorsque vous n'avez pas le discours approprié, vous ne pouvez pas haranguer les foules, vous ne pouvez pas mobiliser les gens, vous ne pouvez pas amener les gens à vous suivre. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut défendre cette nouvelle posture, cette nouvelle ligne politique des forces que prend Bénin Émergent? Il faut aller aujourd'hui consulter la liste déposée au niveau de la Sénat. Et là, c'est là tout le paradoxe. Quand on se rend compte que au niveau de la liste déposée au niveau de la Sénat, certains leaders connus au niveau de certaines circonscriptions électorales ont simplement été éclipsés, ont été effacés, et que leur nom ne figure pas sur la liste déposée par les forces que peut mener Émergent, ou encore certains qui avaient peut-être eux-mêmes confectionné la liste parce que leaders de leur circonscription électorale se sont vus finalement leur nom mettre totalement à la queue. On se dit, sur quelle base, quels sont les choix, quels sont les critères qui ont milité en faveur de ces nouveaux, de ceux-là, des parvenus, de ceux-là qu'on a positionnés. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de tenir un discours genre Yayi est vieux, Yayi a fini sa carrière politique. Non, Yayi demeure leader politique. Aujourd'hui, Nicéphore Dieudonné Soglo n'a plus de formation politique en tant que telle. Mais dès lors que Nicéphore Soglo fait une déclaration, Nicéphore Soglo demeure une personnalité politique du pays, un ancien président de la République, mais une personnalité politique du pays. D'ailleurs, il a dit dans son message, lorsque vous le lisez, il dit que son départ ne l'empêche pas de se prononcer sur les questions d'actualité de son pays. Et toutes les fois que Yayi va pouvoir intervenir, on va toujours prendre cela comme... Si, parce que ça... Quoi qu'on veuille, ça reste une voix, Boni Yayi. Le gouvernement pense que Boni Yayi a juste démissionné pour laisser la main aux jeunes. Précisément, Alain Ronla, ministre de la Communication, l'a dit au cours d'une interview que nous a accordé hier, que Boni Yayi a laissé la main aux jeunes pour se conformer certainement aux réformes du système partisan. Quand on dit que Boni Yayi a laissé la main aux jeunes, il faut voir depuis son départ du pouvoir où il est passé au poste de président d'honneur, c'est depuis cette époque-là que le renouvellement devait quand même s'opérer. Quand on lit de facto, on se rend tout de suite compte que tous ceux qui sont là, effectivement, sont d'une certaine jeunesse. Mais je crois, à mon humble avis, que c'est plus profond que ça, qui ne va pas forcément parce que il laisse, soyons honnêtes, qu'il laisse la main aux jeunes, non. Il a des raisons qui sont beaucoup plus profondes que ça. C'est vrai, vous le disiez, il a ces éléments, il a ces données que nous n'avons forcément pas. Mais lorsque vous êtes à la tête d'une formation politique où pour rien du tout, il y a des querelles qui surgissent de partout pour le peu de sous que vous mettez à disposition. C'est des coordonnateurs que vous faites descendre de l'intérieur du pays à qui on doit payer des frais pour repartir. Des gens disparaissent avec. C'est vous qui payez les frais pour les dossiers et tout. Et je crois que si on ne se retire pas, on ne peut pas permettre
à ceux qui rêvent de prendre la relève, de se prendre véritablement en charge, quoi. Je crois qu'il s'en est allé pour leur permettre réellement de se prendre à charge, parce que c'en était trop, quoi. Pour quelqu'un de son parcours, enfin, il en avait jusque là, quoi. À nous, certains pensent que Yaya Boni, sa démission semble comme une incapacité à maîtriser sa troupe, à gérer ses poulets. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que c'est trop facile en tout cas, de prêter des intentions à quelqu'un. Lorsque vous parlez tantôt de ministre Alain Roula, qui dit qu'il est parti pour laisser la main, je dis, mais Boni Yayi est parti, mais il a dit les raisons pour lesquelles il s'en va. Donc je ne sais pas pourquoi on veut substituer les raisons évoquées par celui qui, le démissionnaire, on veut lui substituer d'autres raisons. En tout cas, Boni Yayi a été clair dans son texte. Il dit par rapport au fait que désormais les FCBE sont devenus un pôle politique du parti Salon, par rapport au fait que beaucoup de leaders qui ne se sont pas retrouvés sur la liste électorale et qu'on a fait des positionnements en tenant compte désormais de ceux qui font allégeance au régime par rapport aux prochaines élections communales. C'est sur ces bases-là que par rapport à tout cela, que lui, il pense qu'aujourd'hui, les SCB ne sont plus dans la vision, dans l'idéal politique qu'ils avaient embrasé en tout cas depuis quelques mois déjà. Et donc par rapport à cela, par rapport à toutes ces raisons, qu'il démissionne. Donc pour moi, je m'en tiens je m'en tiens au propos de Boni Yayi. Je ne trouve pas l'intérêt à substituer les raisons évoquées par le démissionnaire, à lui substituer d'autres raisons, ou à lui trouver d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, nous avons dit ailleurs que les Rompères, le camp Rompère, pas le Rompère, ils ont aujourd'hui un défi à relever. Un énorme défi. C'est de prouver qu'ils peuvent désormais voler de leurs propres ailes. Et comme le disait Yves tantôt, il doit prouver que sans un leader charismatique digne du nom, nous sommes en mesure désormais de nous prendre en charge. Et ça, c'est un défi, un grand défi. Le seul problème, c'est que les élections sont à portée de main. Si peut-être les communales étaient peut-être dans un an, dans 2 ou dans 3, peut-être, les CBE, après le départ du Yayi ou le départ de certains militants, auront le temps de se chercher, de se reconstituer, d'asseoir à nouveau les bases du parti. Mais aujourd'hui, dit dans le contexte actuel, qui sont prêts à affronter, après tous ces départs, les communales à venir le 17 mai prochain, franchement, ce serait rêver que de dire qu'ils sont en mesure de le faire. Mais le parti, pour autant, peut ne pas mourir. Peut ne pas mourir après les communales. Il n'y a pas que les communales, il y a d'autres élections à venir. Donc il faut que les leaders actuels ne soient pas dans la précipitation, ne soient pas dans l'émotion, se disent attention, asseyons-nous, réfléchissons. Nous avons les élections en vue, pensons déjà à comment penser les plaies, et après les communales, pensons comment asseoir véritablement ce parti-là. Mais s'ils versent tout de suite, ils suivent, et puis il faut le jeu de Boni Yayi, c'est-à-dire, ils versent tout de suite dans l'émotion, ils font des déclarations tous azimuts comme ce que nous sommes en train de constater, au lieu d'aller réfléchir, de définir une nouvelle stratégie pour aller à la conquête de pouvoir. Je vois véritablement, ils seraient passés à côté et que jamais les SCB ne pourront se relever après le départ de Boni Yayi. Surtout si entre-temps, Boni Yayi pensait, avec les autres départs, à créer une nouvelle formation politique. Est-ce que la démission était la meilleure décision à prendre à ce moment précis où les FCB se préparaient pour aller aux élections en tant que seul parti de l'opposition? À la question de savoir si la démission de Boni a été opportune, c'est tellement qu'il a ses cartes, il a lu. C'est lui qui connaît au fond sa formation politique, parce que je continue de l'appeler ainsi. C'est lui seul qui sait les données auxquelles il avait affaire. Parce que dans ce contexte-là où le parti se retrouve fragilisé avec au moins 2 camps, et si tant est qu'il ne se reconnaît pas dans les actes posés par l'un des camps, c'est tout à fait normal qu'il cherche à se mettre de côté, parce que la ligne directive n'est plus unique. Le boulevard est désormais donc ouvert devant les blocs présidentiels. Ils vont rafler toutes les mairies. Ils vont contrôler toutes les mairies. Donc, parrainer les candidats de la présidentielle 2021 à nous. Oui, tout à fait. Encore qu'on savait déjà que
même avant la démission de Boni, il y a eu que le FCBE allait fragiliser à cause de la querelle, de la crise interne. Et donc, aujourd'hui, encore après ce départ et tous ces départs au sein de votre formation politique, je crois que le boulevard est tellement ouvert que on aura que juste, donc, la mouvance va rafler. Comme nous avons eu, malheureusement, à le constater pour les élections législatives, nous aurons encore pour ces élections, rien que des élus locaux ou des maires se réclamant de la mouvance présidentielle. Et c'est dommage pour la démocratie béninoise, c'est dommage pour l'expérience de vie que nous faisons 30 ans après la conférence nationale, de constater qu'il n'y aura pas la pluralité des opinions demeure désormais un rêve chez nous. Et à quand? Ah non, mais les gens vont quand même aux élections. Non, quand tu dis qu'il n'y la a pas de pluralité pluralité, la pluralité d'opinion, ils y vont quand même. Et en vos élections, je suis d'accord, mais lorsque vous avez... 10% pour avoir un maire. Les FCBE ont 10%. Donc, le centre de 2021 de HCL, le président sortira forcément de l'un des deux blocs au cas où Patrice Talon ne se présenterait plus. Pas forcément les deux blocs, il y a d'autres partis quand même qui soutiennent le chef d'État qui sont là. Ce que nous disons en matière de démocratie, c'est la pluralité des opinions. Si nous avons 10 partis, ce n'est pas là le problème. Mais si toutes ces formations politiques se relèvent de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire donc sont dans le même courant politique, il y a quelque chose qui ne va pas en matière de démocratie. Et nous avons dit il faut reconnaître et admettre que nous sommes dans un processus de construction. Vous allez voir, aujourd'hui, ça pose forcément un problème parce que Patrice Talon est encore là. Parce qu'on trouve que bon, c'est lui qui maîtrise tout le jeu politique et que tous les acteurs politiques tournent autour de lui. Vous allez voir demain, quand il va s'effacer, parce qu'il n'est pas éternel, il le dit, lui, il va finir par se retirer. C'est quand il va se retirer et qu'on aura construit de grandes formations politiques que vous allez apprécier ce qui se fait. Parce qu'actuellement, il faut forcément que quelqu'un soit là pour asseoir les bases de partis forts. C'est ce qui se fait actuellement. Oui. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, si nous restons dans le contexte actuel, même après son départ, ça va se poursuivre. Parce qu'après son départ, les formations politiques actuelles, ils ont la main pour désigner les parrains et le nouveau chef d'État va venir. Il va rester sur la même ligne. Alors que aujourd'hui, Patrice Talon aurait eu le mérite de nous permettre d'avoir une pluralité d'opinions, de voir certains partis, cette ouverture, et que demain, on va pouvoir voir comment le jeu politique va se dessiner. Si aujourd'hui, vous allez constater que dès qu'il est venu au pouvoir, c'est nous, on sait comment les partis font rapidement allégeance. Le parti au niveau démocratique n'avait pas soutenu le parti Talon, très vite est venu faire allégeance. Donc nous constatons donc que, même après son départ, toutes les formations politiques aujourd'hui soutiennent le parti Talon. Tout le monde chante la gloire du Talon aujourd'hui. Et demain, quand il va partir, comment cela peut changer? Si aujourd'hui déjà, il n'a pas eu le mérite de nous permettre d'avoir une pluralité d'opinions à l'Assemblée nationale, une pluralité d'opinions au niveau lorsque vous prenez le sujet ainsi, c'est comme si vous ne faites pas l'effort d'entrer au sein des formations politiques qui soutiennent le pouvoir, pour voir un peu comment est-ce que se passe, les velléités qu'il y a déjà entre les acteurs politiques des différentes formations politiques qui soutiennent le chef de l'État. Vous allez voir, c'est quand Patrice Talon va s'effacer que vous allez vraiment découvrir. De toute façon, en 2021, c'est encore très loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Les conclusions. On est en 2020. Oui, dans un an, nous y sommes. Nous sommes effectivement, mais au soir du 17 mai, on saura si FCBE, c'est fini ou si FCBE, ça va continuer ou pas. D'un parti à un autre, parlons de Moël Bénin qui est finalement éjecté par la Cour suprême comme par le passé au législatif de 2019 et il rate encore une seconde fois la course aux élections. Est-ce que finalement nous pouvons dire qu'on a des jeunes incapables de s'organiser pour compétir dans un pays démocratique? Je ne dirais pas qu'on a des jeunes incapables, je suis peiné pour Moël Bénin parce que vous savez que c'est un parti qui donnait de l'espoir. Parce que quand vous voyez Moël Bénin qui est parti de rien, contrairement aux autres formations politiques qui avaient déjà une certaine assise, c'est-à-dire qui existait. Quand vous prenez le PRD, qui avait quand même un grand parti, ou une progressiste, ou c'est un rassemblement de partis politiques, de mouvements politiques. Républicains, pareil, l'UDBN aussi, c'est un parti qui avait des militants et qui a dû se constituer dans le cadre de la réforme du système partisan. Mais un parti comme Moël Bénin, qui est parti de rien, qui a essayé d'asseoir une base, et qui était déjà prêt pour les élections législatives,
qui était déjà préparé pour les élections législatives, et revient encore pour les communales et sort de la compétition par la petite porte de cette façon-là, sans avoir compétit, alors qu'ils nous sommes avoir eu la chance même de compétir, de prouver si en tout temps cette partie véritablement a pu faire un travail. Je crois que on est en droit d'être peiné pour les cas de cette formation politique-là. Mais, vous le disiez tantôt, peut-être qu'ils n'ont pas toujours pris la mesure de la chose. Juste lui, aujourd'hui, le communiqué de Moël Béné, si vous lisez le communiqué, ils estiment toujours qu'ils ont fait tout ce qu'il faut faire et qu'ils ne comprennent pas pourquoi, qu'ils ne comprennent pas les raisons évoquées par la Sénat. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont saisi la Cour suprême, mais la Cour suprême donne raison à la Sénat. Et aujourd'hui, Moël Béné entame une tournée au niveau des militants à la base. Je ne sais pas quel sera le discours. Je ne sais pas si c'est pour donner des consignes de vote, un peu comme le parti FCDB. Mais toujours est-il que c'est regrettable. On espère quand même que pour une nouvelle compétition, Moël Béné sera sur la liste. Finalement, les jeunes tant vantés au Bénin, les jeunes compétents, finalement, je crois que présenter Moël Bénin sous cet aspect, c'est-à-dire des jeunes qui ne seraient pas capables de s'organiser pour aller aux élections, je crois que je dirais que c'est une insulte à cette formation politique-là, parce que ce sont des jeunes que j'ai... Ça fait la deuxième fois. Oui, je vous parle de Moël Bénin. C'est un parti que j'ai suivi personnellement pour avoir été sur un certain nombre de leurs activités. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'arrive pas à m'expliquer comment est-ce qu'il n'ait pas pu s'organiser. Parce que je les ai suivis encore pendant la composition des dossiers. C'était un travail de fourmi au niveau de leur siège et tout. Et il faisait partie disons même de la première formation politique à être prête pour le dépôt des dossiers avec des cantines, tout était au point. Et bon, les responsables, lorsque vous les interrogez un peu, ils vous disent, bon, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, c'est eux-mêmes, ils ne s'expliquent pas comment est-ce qu'il est arrivé à leur manquer des dossiers par-ci, par-là. Ils ne s'expliquent pas ça. C'est vraiment dommage, parce que Moël Bénin avait quand même a réussi à séduire par son discours, c'est un parti qui fait en même temps progressiste et républicain, mais qui ajoute la fibre nationaliste qui plaisait très bien aux jeunes. C'est vraiment dommage. On espère qu'ils vont pouvoir se relever. Quand vous prenez le parti, vous voyez le bureau, c'est des têtes apparemment bien pensantes. Ayadji, ses fils Beagia, des jeunes visiblement bien assis. Pas apparemment. Ce sont des non, pas apparemment. Jacques, Béo et autres, ce sont des jeunes sur qui on peut compter. Ils sont pointus, comme on n'a pas parlé apparemment, pour quelqu'un comme Jacques Ayadji, quand même, qui, en matière d'infrastructures de transport chez nous, de cadres techniques, fait partie quand même des têtes de trucs là, de sa génération. Mais je dis que c'est dommage pour Moël Bénin, parce que, vous savez, il vous le disait tantôt, c'est un parti qu'on avait envie de voir. On avait envie de voir au cours de la compétition, pour voir de quoi ce parti était véritablement capable. C'est un parti qui était pratiquement au juste milieu, n'était ni BR, ni UP, ne chantait pas forcément la gloire de Patrice Talon, mais qui avait son propre discours. Et ça, nous disons tantôt. La politique, c'est le discours. Moël Bénin a su avoir un discours, a su se faire un chemin. Vous voyez, donc on a véritablement envie de voir ces partis compétir. Vous voyez, c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas à l'arrivée Moël Bénin. Je le dis encore une fois, il faut pas que la Sénat soit un obstacle à la participation aux élections. C'est pourquoi nous avons souhaité que le dépôt des dossiers soit dématérialisé, de telle sorte que lorsque vous allez, par exemple, au niveau du ministère des Finances, ou pour les trucs de parcelles, permis de construire, dépôt de IFU, aujourd'hui tout est dématérialisé. Tout est dématérialisé, que le dépôt des soit dématérialisé, de telle sorte que lorsque les pièces ne sont pas à jour, que le système puisse rejeter tout de suite, et que les partis puissent s'organiser pour dire, dès que nous avons, il manque telle pièce, puisque lorsque c'est pas à jour, l'application rejette, vous êtes obligé d'aller chercher des compléments et de mettre en ligne, de vous mettre à jour. Puisque la formation, la condition des pièces au niveau de la Sénat, c'est une formation administrative. C'est comme si vous allez au bac,
On vous dit, vous avez à de naissance, à certificat de scolarité, vous déposez, vous allez compétir pour le bac. On ne devrait pas avoir en principe un obstacle à aller à une compétition électorale parce que la Sénat existait. Nous avons essayé non, ce n'est pas pour condamner la Sénat, mais pour dire qu'il faut qu'on en arrive là. On peut faire mieux, quoi. Il faut qu'on peut faire mieux. Vous voyez, entre-temps, c'était au niveau du ministère de l'Intérieur qui avait des problèmes. Au niveau du ministère de l'Intérieur, des partis étaient recalés et n'ont pas pu même aller au niveau de la Sénat lors des élections législatives. Aujourd'hui, c'est au niveau de la Sénat que nous avons un problème. On peut toujours réfléchir. Et je crois que les législateurs, nous avons des personnes, des têtes bien pensantes au niveau de la Sénat et au niveau de nos députés à l'Assemblée nationale. Et on peut penser à améliorer le système pour que la participation à l'élection électorale ne soit pas du fait de notre personne à relever peut-être est-ce quelque part ce que nous avons pensé parler de fautes mineures de fautes mineures pour l'élection, que ce ne soit pas du fait de fautes mineures ou de fautes majeures que les gens n'aillent pas aux élections, qui ont eu après avoir fait tout déployer autant d'énergie, après avoir dépensé autant de ressources financières. Je crois que fondamentalement, au niveau de la Sénat, on doit réfléchir autrement. Mais la Sénat a pour ça que le code électoral, la Sénat ne fait qu'appliquer la loi qui dit, bon, voilà, à telle étape, on ne peut plus changer, on ne peut plus continuer, on ne peut venir mélanger toutes les pièces. Est-ce qu'il faut faire un procès à la Sénat qui n'a fait que... c'est pour ça, comme le suggère tout à l'heure Ardo, c'est pour ça qu'il faut revoir la façon de déposer les dossiers. Il faut que dès que vous insérez les données, si c'est pas bon, il faut que ça vous retourne tout de suite pour qu'on n'ait pas à déposer, puis après c'est faisable. Aujourd'hui avec la dématérialisation, je pense que c'est faisable. Et nous allons finir par en arriver là. Jacques Ayadji accuse une main invisible. Il dit qu'il y a leurs camarades d'en face qui l'ont glissé des pots de bonheur sur le chemin. Est-ce que vous pensez que c'est un autre parti qui a fait échouer Ayadji pour qu'il ne participe pas? Non, je suggère ne pas rentrer dans ce débat-là. Toutes les formations politiques, vous avez suivi, le père aussi dit qu'il y a une main quelque part, parce que quand vous suivez, tout le monde trouve aujourd'hui qu'il y a une main quelque part. C'est pour ça qu'il faut que... ça soit dématérialisé. Dématérialisé, pour qu'on arrête avec ça. Puisque c'est une formation administrative. Une formation administrative, c'est juste des dépôts de dossiers, on remarque juste des pièces. Donc, en principe, on ne devrait pas échouer pour un dépôt de pièces, alors qu'on va à une compétition ici. Pourquoi les gens vont sortir plus de 18 millions pour s'amuser? Pourquoi que sans ça, c'est les frais de caution? Pourquoi que les gens vont sortir plus de 18 millions et quelques juste pour aller se promener à la Sénat? Vous êtes sûr que c'est possible? Et ça, c'est sans compter les frais de légalisation, tout ce qu'il y a eu au niveau des 77 communes. Où on a dû mobiliser des gens, des secrétaires, des gens pour saisir les noms, tout ça. Pourquoi que les gens ont déployé autant d'énergie juste pour aller se promener à la Sénat? Donc il faut quand même qu'on soit sérieux pour reconnaître quand même que les partis ont fourni des efforts et que quelque part, si ça n'a pas marché, on ne peut pas simplement dire que ils ont envie de s'amuser. Si c'était vous, quoi que c'était possible. Donc nous pensons véritablement qu'il faut qu'un travail sérieux soit fait pour que désormais qu'on n'en arrive plus là. Quel sera désormais l'avenir de Meuble quand c'est que il va attendre 2023 pour aller aux élections législatives, parce que 2021 pour avoir des parrains, pour avoir des candidats. Quel sera donc l'avenir de ce parti-là, compte tenu du contexte, de l'issue du temps? Beaucoup vont partir, vont être patients. Je pense que s'il garde la ligne, et que ce deuxième échec n'est pas pour eux un coup difficile à remonter, je crois qu'on peut véritablement compter sur cette formation politique-là, si elle garde la ligne. Oui, Bénin pouvoir tenir sur le temps, 3 ans après, pour participer aux élections législatives, selon oui, forcément, parce que il faut pas, c'est pas parce qu'on ne va pas à cette élection qu'il faut disparaître de la scène politique. Je crois que Bénin saura toujours intervenir dans l'actualité politique, encore qu'ils soient les démissionnaires. Je crois qu'ils pourront toujours donner leur point de vue sur les questions des questions d'intérêt national. Donc, oui, ils pourront toujours intervenir. Mais l'autre question, l'autre grosse équation, est-ce que Moël Bénin va donner des consignes de vote? Parce que Moël Bénin se réclame de la mouvance présidentielle, mais est-ce que Moël Bénin va donner des consignes de vote? Là, je crois que c'est une grosse question. Et si Moël Bénin doit donner des consignes de vote, quelle formation politique va bénéficier donc du discours de cette formation politique-là? Je crois que à moins que je puisse me tromper, je les vois difficilement donner des consignes de vote. Il ne veut pas quand même donner des consignes à la FCDB qui carrément jette ses militants à la rue, dit bon, de voter pour le parti des deux partis sans donner des consignes précises. Il y a 5 partis en compétition et FCDB a été clair.
Il faut les deux. Ne choisissez pas les 3 autres, mais choisissez entre BR et UP. Quoique, mais attendons de voir. Le monde entier est secoué depuis quelques mois par une pandémie du coronavirus. Le Bénin aussi est frappé par cette pandémie. Officiellement, nous avons 26 cas détectés, dont 1 mort et 5 cas guéris à la date d'aujourd'hui. Le Bénin gère cette crise-là à sa façon. Yves Dakouli, est-ce que vous pensez que le gouvernement béninois a pris les bonnes options? Non, ce n'est pas de savoir si je pense que le gouvernement a pris les bonnes options. Il faut voir déjà tout ce qui se fait avec l'érection d'au moins 3 centres d'isolement sur l'étendue du territoire national, des commandes qui ont été passées pour avoir quand même de la chloroquine et tout ce qui rentre dans le protocole de prise en charge des personnes affectées par le Covid-19. Et il faut voir ce armada-là de cadre du ministère de la Santé qui, de jour comme de nuit, s'active. C'est vrai que c'est pas évident au départ, mais aujourd'hui, les résultats sont là. Et au Bénin, quand vous arrivez par les airs, tout au moins, vous êtes cantonné quelque part pendant 14 jours, systématiquement. Ça permet quand même de circonscrire le mal. Je crois que le Bénin a mûrement réfléchi et a pris les options qu'on pouvait adapter à notre contexte. On a permis l'auto-isolement à certaines personnes qui finalement n'ont pas respecté les consignes. Est-ce qu'il ne fallait pas aller sur cette règle-là? Non, je crois véritablement que nous avons parlé, nous avons critiqué cette question d'auto-isolement, surtout l'incivisme des gens. Ce n'est pas à tort qu'on ne pouvait pas penser faire confiance à des hommes. Mais nous sommes des hommes. Et lorsqu'il n'y a pas quelque part une petite contrainte quelque part, et on a du mal à respecter. Vous voyez, pour aller à l'école, il a fallu que, pour faire le CI, les parents vous obligent à aller à l'école pour que des années après, vous vous rendez compte que c'était une bonne chose. Mais si ça n'avait pas été fait, parce que quand vous avez envoyé à l'école, le premier jour de la rentrée, vous avez certainement pleuré, vous avez certainement eu peur de l'enseignant. Mais des années après, vous vous êtes rendu quand même compte que c'était une bonne chose. C'est pourquoi nous avons dit, est-ce qu'on pouvait compter simplement sur la bonne foi des gens pour dire, allez vous auto-isoler, nous comptons sur vous. Ouais, le gouvernement avait fait cette option, qui n'a pas marché, surtout au niveau de l'aéroport. Et la mesure qui a suivi tout de suite, c'est la mise en quarantaine systématique. Ouais, donc c'est pour ça que la question de l'auto-isolement nous joue toujours des tours. Même la dame qui a quitté le Cameroun, qui est passé par Lomé. La plupart du temps, c'est ceux qui violent l'auto-isolement qui nous créent des ennuis. Parce que ceux qui qui sont systématiquement mis en quarantaine, après on vient nous faire un point, on dit voilà, après les 14 jours, on a constaté qu'il y a telle personne, tel nombre, et puis voilà. Donc on peut faire ce test-là. Donc ça veut dire quoi? Tant qu'on n'a pas aujourd'hui la possibilité de faire le test systématique pour tout le monde, parce que le gouvernement a commandé les kits pour que le test soit systématique, et c'est parce que dès lors que le test sera systématique, qu'on aura les véritables statistiques. Si aujourd'hui on peut dire que nous avons 26 personnes infectées, d'accord, parce que ça, c'est par rapport aux personnes mises en quarantaine, par rapport aux personnes sur lesquelles qui se sont peut-être révélées, et on a pu faire des analyses, on fait des prélèvements pour savoir que vraiment on a tel nombre de cas. Mais dès que le test sera systématique, on aura les véritables statistiques. Mais en attendant d'avoir ces statistiques-là, on est obligé de mettre systématiquement les gens en quarantaine, parce que la question de l'auto-isolement a révélé que ça nous a joué de très mauvais tours, où les gens ne sont pas du tout conscients de ce dont nous parlons. Du danger. Du danger. Vous imaginez cette maladie où dès lors que tu es infecté, on te sort de ta famille, on te sort de tes amis, et on va t'isoler quelque part pour cette maladie-là. Et si par malchance, tu n'es pas guéri, et tu décèdes de cette maladie, on va t'enterrer en présence de la police, des armes de la santé, on va essayer de désinfecter encore. C'est pour dire que cela seul suffirait normalement à faire prendre conscience aux gens. Pour dire, mais vous avez le sida, vous êtes en mesure de vivre en famille. Vous avez le palu, vous vivez en famille, vous décédez, on vous enterre normalement, mais dès lors qu'on dit que vous avez le coronavirus, on vous sort de la famille, on vous sort de tout le monde. Jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. Et même à la tombe, les parents n'ont pas la possibilité d'avoir votre corps. Mais comment est-ce que
déjà, on ne peut pas se dire, il faut attention, c'est un mal qui est à notre porte, et le mal là déjà sévi dans notre pays, et que par rapport à ça, chacun prenne conscience de ce qui se passe. Et bon, à défaut que les gens ne prennent conscience de ce que nous vivons, je crois qu'il revient au pouvoir public de ne pas du tout, en tout cas... Faire dans la complaisance. Faire dans la complaisance. Ouais, désormais, quand on a dit que, il a suffi qu'on dise que les policiers vont arrêter des gens si le port de masque n'est pas systématique. Mais circuler aujourd'hui, vous constatez que... Au moins, les gens, ils ont quelque chose. Même si c'est les caleçons qui sont... Ils le ont port de forcément quelque masque chose. est systématique. Et pour les quelques brebis galeux, la police les récupère. Et vous constatez que l'homme, parfois, a besoin toujours d'un peu de pression, parfois possible. Non, c'est pas l'homme parfois, surtout l'Africain. J'ai un célèbre écrivain congolais qui écrivait que le noir, c'est comme le crabe. Personne ne sait où se trouve sa tête. Pour l'atteindre, il faut cogner dur dans tous les sens. C'est exactement ça. Mais surtout chez nous, ici. Des masques, oui. On sait que le masque était indisponible à un moment donné dans les pharmacies. Vous allez, on dit que ce que le gouvernement subventionné est terminé. On le vend à 300, 600 000 francs par-ci, par-là. Parfois, carrément, ça n'existe pas. Non, mais ce problème a été réglé hier. Hier soir, ça. Oui, hier. Bon, on a commencé la répression avant de mieux vaut tard que jamais, parce que beaucoup étaient vraiment montés au créneau pour dénoncer cette attitude-là de la part des pharmaciens qui m'ont, moi, personnellement surpris, parce que c'est ce gouvernement-là qui a déblayé le terrain pour eux dans ce pays, qui a neutralisé la filière de faux médicaments. Aujourd'hui, ils font de grosses entrées. Le minimum, c'était quand même d'accompagner ce gouvernement-là en envoyant réellement les bons de commande au niveau de la CAME pour être approvisionné en masques subventionnés. Je crois que ce problème a été... Ils sont en train de faire des assurances. Ce n'est pas une occasion pour eux de s'enrichir quand même. C'est ce que le ministre tentait de leur faire comprendre hier. Le commerçant qu'ils sont, ils sont d'abord des agents de santé. Et en situation de crise, chacun devait pouvoir jouer sa partition. À nous, le mal sévit. Toutefois, le gros marché du Bénin, une grosse concentration de Cotonou, n'entend pas toujours animé tous les jours. Est-ce que ce n'est pas un gros risque? Est-ce que ce n'est pas l'amener une pépinière du coronavirus? Non, pas. Je crois que vous n'allez pas exagérer en parlant de pépinière. Mais je crois que, pas seulement dans ton pas, le gouvernement n'a pas décidé de la fermeture des marchés. Nous avons suggéré à d'autres occasions que il y a chez nous l'habitude que les gens ont une certaine habitude. Il y a des jours de marché. C'est même si, je ne sais pas si en Europe cela se fait ainsi, mais chez nous au moins, on sait qu'il y a des jours de marché. Même dans ton cas dont vous parlez, c'est un jour de marché. On pourrait peut-être décider de ce que les gens aillent faire des emplettes les jours de marché. Et si ce n'est pas un jour de marché, parce que je crois que dans ton cas s'anime tous les 5 jours. Tous les 5 jours. Comme bon nombre de marchés dans notre pays, on pouvait décider de ce que les gens aillent faire les emplettes tous les jours de marché uniquement, et qu'en dehors des jours de marché, et que les marchés soient fermés, et que les jours de marché, donc on ait le temps de mobiliser suffisamment des hommes. Non, mais le problème c'est que tout le monde va se ruer le jour de marché. Ça va faire mon fou. Habituellement, il y a plus de monde. Il y a 10 fois ou 20 fois de monde les jours de marché. Mais quand il n'est pas un jour de marché, les jours ordinaires, vous avez l'impression que le marché est désert. Habituellement. Le marché est désert, ce n'est pas un jour de marché, même pas, t'entends pas. Vous circulez librement. Vous avez envie de vous coucher sur le truc là, au niveau des allées. Mais quand vous allez à t'entends pas, le jour de marché, vous savez ce que c'est. Donc, je dis que, on avait suivi cela. Même la question, c'est que la réponse apportée par le chef de l'État et les ministres, c'est que, c'est mettre un terme à des activités. Et il y a des gens qui, même si c'est tous les jours, ils vont, ça leur permet de ramener quelque chose. De ramener quelque chose, de nourrir leur petite famille, en tout cas de faire de petits gains. Et que, en voulant du coup fermer, c'est qu'on va quelque part supprimer cette activité-là. C'est pourquoi nous avons suggéré que, au niveau des marchés, qu'il y ait plus de veille. Et que, au niveau des entrées surtout, qu'on oblige les gens à laver les mains, à faire ci ou à faire ça, et que cela soit suivi par les communes, les communautés locales. Parce que, au niveau de ces marchés-là, les gens vont quand même chercher des sous. Il y a des tickets qui sont distribués. Et donc, on ne va pas forcément demander simplement à bonne dame, débrouillez-vous et lavez-vous les mains. Mais il faut que quelque part, que cela soit
que cela soit suivi et que cela soit imposé aux usagers des marchés, que ce soit vendeurs aux clients. On essaie de contrôler les entrées. Dès que vous devez entrer dans un marché, vous lavez les mains. Vous avez les masques, le port obligatoire. Ça veut dire que avant d'entrer dans le marché, vous avez votre masque. La vendeuse qui vous sert, elle a également son masque. Et donc, je crois que quelque part, ça va limiter, c'est les mesures qui limitent véritablement la propagation du virus au niveau de... Lorsque vous prenez la taille d'un marché comme d'Antokpa, c'est pour ça que moi j'en appelle beaucoup plus à la conscience de chacun, de tout un chacun. Vous imaginez si on doit faire laver les mains à tous ceux qui vont à D'Antokpa avant qu'ils n'y entrent et par où ils y entrent. Donc c'est forcément, il faut que nous prenions tous conscience du mal, quoi. En pleine crise sanitaire, les USA et la France font appel à leurs ressortissants en demandant de rentrer au pays alors que le mal est plus criard chez eux que chez nous. Est-ce que ce message ne sonne pas comme l'hôpital qui se moque de la charité? Oui, c'est vrai que tu es tenté de dire, mais bon, si qu'est-ce qui leur passe par la tête, parce que un Américain qui est ici, je pense qu'il est plus en sécurité que s'il est sur le sol américain. Je ne vois pas à quoi est-ce que ça répond. Bon, peut-être qu'ils sont dans des prévisions que quand ça va arriver ici, ça va être la catastrophe et que bon, comme eux, ils sont en train d'atteindre déjà le pic, c'est mieux de mettre les leurs à l'abri. Bon, je ne sais pas. Toujours est-il que les Occidentaux qui sont chez nous sont plus à l'abri actuellement que chez eux. Kwame Kouché a coupé de 20 ans de répression criminelle à la Cour de répression de l'administration économique et de terrorisme CRIET, et il doit payer 500 000 francs d'amende. 500 millions, autant pour moi, d'amende, et 20 milliards avec les autres co-accusés comme les dommages et intérêts. Oui. Comment appréciez-vous cette décision de la CRIET à nous? Non, je crois que c'est difficile d'opiner quand on voit le contexte dans lequel le procès se déroule aujourd'hui. Kwame Kouché qui n'est pas au pays, qui est quelque part aux États-Unis, donc qui a voulu se faire représenter par son avocat, et on dit non, il faut que lui-même soit là. C'est des affaires juridiques pour lesquelles nous avons toujours de la peine à comprendre aujourd'hui comment ça se passe au niveau de la CRIET, parce que vous avez eu devant d'autres juridictions par le passé, on a vu que des gens quand même ont pu se faire représenter. Vous savez que le président Patrice Talon n'était pas au pays, mais quand même il a pu se faire représenter au cours de certains nombres de dossiers au niveau de la justice béninoise. Donc ouais, c'est pour ça que aujourd'hui c'est la question fondamentale qui préoccupe, parce que nous avons vécu cela également lorsqu'il s'est agi du cas de Sébastien Adjavon. Mais toujours est-il que on ne peut pas donner le bon Dieu à Kwame Kouché sans confession, comme on le dit. Lorsque vous avez géré les affaires publiques, il faut que vous puissiez répondre de ce dont on vous reproche, ce qui est totalement différent du cas d'un certain Sébastien Adjavon. Vous voyez? Et nous faisons partie de ceux qui pensent peut-être que, d'ailleurs, ne voient pas, ne comprennent pas pourquoi la loi protège autant les dirigeants. Vous volez un cabis quelque part, rapidement, on vous passe devant un tribunal, vous êtes condamné. Mais lorsqu'il s'agit d'un homme qui a géré les affaires publiques, la loi le protège. On dit que c'est ancien temps, et c'est totalement difficile d'atteindre cette personne-là, surtout lorsqu'il s'agit de ministres ou de députés. Il faut lever l'immunité, il faut lever ci, il faut lever ça, et ça rend difficile le jugement de ces personnes-là. Donc pour nous, il faut que lorsque vous avez géré les ressources publiques qui ne sont pas vos biens, vous avez les ressources publiques, il faut quand même que lorsqu'on vous demande des comptes, que vous puissiez véritablement vous répondre de ce dont vous reproche. Et si entre-temps, au terme d'un procès équitable, vous êtes acquitté, je crois que l'opinion publique sait que désormais, on vous accusait à tort, ou soit, si vous perdez, ça veut dire qu'on vous accusait à raison. Donc je pense, voilà les deux aspects que je vois par rapport à la forme, le déroulé du procès, et par rapport également à ce qui devait être. On devrait être à l'abri, parce qu'on a été peut-être un certain... Comme écoutez, non, du tout pas. On ne devait pas être à l'abri. Tout le monde devait pouvoir répondre de ces actes devant la justice, surtout ceux qui viennent
dilapider nos ressources, ceux qui gèrent nos ressources aujourd'hui et qui ne pensent pas que demain ils vont rendre compte de cela. Il faut que chacun puisse savoir, lorsque je gère le bien public aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, tu dois pouvoir répondre de cela. Je pense que c'est imprésidentiable qu'on est en train de cadrer pour pouvoir remplir en 2021. Est-ce que vous faites cette lecture-là? Non, je ne fais pas du tout cette lecture parce que prendre le dossier de Kouché sous ce temps, c'est comme si on s'accordait à dire que c'est un dossier monté, un dossier fictif et qu'il n'y a rien dedans, et que des sous n'ont pas disparu, qu'il n'y a rien du tout. Il y a eu un jeune cadre des finances à l'avenir prometteur qui a occupé une fonction pendant un temps et qui, par la suite, les audits ont révélé qu'il s'est passé pas mal de scandales financiers. Et donc, il doit pouvoir rendre compte. Moi, je dirais plutôt que quand ce procès, on devait le faire parce que non seulement ça sert de repère à ceux qui sont là, même actuellement, parce que le bien public, il faut qu'on en arrive à le rendre sacré. Il faut que nous habituions les nôtres à rendre compte. C'est la leçon que moi je tire fondamentalement de ce procès. Commis Kouché, je le dis souvent, il a été victime d'un système, de ce que j'appelle le syndrome du bon petit. Très certainement, on lui a fait faire beaucoup de choses. On a pris sa main pour faire beaucoup de choses. Et comme c'est lui qui était là, c'est lui qui en répond. Il faisait partie d'un système un système dans lequel la gloire, la mobilisation des foules et tout n'était qu'à ce prix, la prédation. Parce que nous avons vu comment l'argent a été distribué dans ce pays. Si on n'en avait pas pris quelque part, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas en distribuer autant et c'est le moment de rencontre. Donc ceux qui pensent que c'est un présidentiable qu'on écarte, c'est un faux débat. 20 ans de recul criminel, demi-milliard, est-ce que ce n'est pas trop comme une sentence? Non, sentence, vous savez que c'est une condamnation à défaut, puisque le commis n'est pas présent. Mais on sait qu'il y a le Covid de Séville, et puis il ne peut pas rentrer par ce temps de crise sanitaire. Le pays n'a pas fermé ses frontières. Il rentrait qu'il prendrait peut-être moins. C'est pour ça qu'il dit que c'est sur la forme du procès, j'en avais parlé tantôt. Je ne sais pas, c'est à défaut qu'il a été condamné, un peu comme Adjavon qui a été condamné à défaut à 20 ans également de prison criminelle. Donc, c'est peut-être que s'il était présent, peut-être qu'il y aurait autre débat. Mais s'il était là, avec le mandat d'arrêt, il devrait être en prison. Mais c'est ça aussi, et que de la prison, il viendra comparaître devant la justice. Mais est-ce qu'aujourd'hui, définitivement, est-ce qu'on ne peut plus se faire représenter dans un procès lorsqu'on n'est pas présent sur le territoire national? C'est une équation qui reste, parce que ça devient une tradition désormais au niveau de la criette. Je ne sais pas. Je ne suis pas juriste, je me pose la question en fait. Après la bataille de Madrid, quant à la décision de Commis Kouché, est-ce que vous croyez que le mandat d'arrêt international a les chances d'aboutir? C'est tout le bien qu'on puisse souhaiter. Pour que on finisse avec cette histoire, parce qu'il ne pourra pas vivre indéfiniment avec un mandat d'arrêt à ses trousses. Il faut que finalement ça... Une question pour vous deux. Oui. Dans la décision, on a dit 13 maisons construites par Commis Kouché, plus de 200 millions dans ses comptes bancaires. Est-ce qu'un ministre en moins de 10 ans peut construire 13 maisons et avoir autant de millions sur son compte? Non, je vais vous surprendre qu'un paysan peut construire 13 maisons. Un commerçant peut avoir des millions sur son compte. Ça, je crois que ce n'est pas des repères ou des critères. Des critères. 13 maisons pour certains, d'ailleurs des hectares. Oui, personne va vous dire qu'ils ont morcelé, ils ont sur peut-être 10 hectares, quand on va morceler en parcelle, ils vous diront ils ont peut-être 30 maisons, 40 maisons. Donc, je crois fondamentalement que ce n'est pas des critères. Je crois que on doit pouvoir répondre simplement de ces actes. Si, par exemple,
Kouroumi Kouché n'était pas accusé, ce n'est pas un dossier pendant devant la justice. Est-ce que, parce qu'il a 13 maisons, cela posait un problème? Est-ce que dans le droit positif béninois, il est interdit d'avoir 13 maisons ou d'avoir de l'argent dans son compte? Je crois que fondamentalement il faut qu'on puisse se focaliser sur les éléments essentiels pour ne pas verser dans des commentaires qui ne vont pas nous élever. Non, le nombre de maisons qu'il aurait ou le nombre de biens immobiliers qu'il aurait, pour moi, ne rentre pas du tout en compte. Parce qu'on peut... Est-ce que ça n'a pas pesé dans la prise de décision de la justice qui a été rendue? Si ça n'a pas pesé dans la décision qui a été rendue. Le nombre de maisons, non, je trouve que c'est... Ça a été pris dans la oui, décision. ça a été relevé parce que c'est ce qu'on a retrouvé. Mais pour moi, même si on venait à vendre ces biens-là, est-ce que ça suffirait à gérer 20 et quelques milliards? C'est ça le problème. Merci d'être venu, merci d'avoir partagé avec nous vos points de vue sur cette émission à Balabre. Merci à vous aussi, chers internautes, de nous avoir suivis et à la prochaine.